C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur Mandico Télévision. Vous êtes en direct de Kinshasa. À la une de l'actualité, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a accusé son prédécesseur Joseph Kabila de préparer une insurrection en soutenant le groupe politico-militaire Alliance Fleuve Congo AFC de Corneille Nangaa. Dans une interview réalisée à Bruxelles mardi et diffusée en direct sur Top Congo FM, le chef de l'État a également éclairci l'opinion sur l'état de sa santé. Regardez. C'était une sortie médiatique qui est venue taire les rumeurs sur la santé du président de la République. À quand son retour au pays? Qu'en est-il de la situation sécuritaire et les 6 engagements? Lors d'une interview lui accordée par Top Congo FM, Félix Tshisekedi a publiquement accusé son prédécesseur Joseph Kabila d'être à l'origine de l'Alliance Fleuve Congo AFC, un mouvement politico-militaire dirigé par Corneille Nangaa. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Donc, dites-moi, je fais quoi? Les déclarations de Félix Tshisekedi interviennent alors que les tensions politiques continuent de s'intensifier en RDC. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Augustin Kabouya, avait également réaffirmé en avril que Joseph Kabila était impliqué dans le mouvement de l'AFC. Lors d'une matinée politique au siège de l'UDPS, Augustin Kabouya avait dénoncé l'attitude de certains partis politiques qu'il accuse d'avoir rejoint la rébellion après avoir échoué à résister dans l'opposition. Félix Tshisekedi a par la même occasion traité le président rwandais Paul Kagame des criminels et qu'il ne négociera jamais avec le M23. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier, vous avez raison, parler avec le Rwanda, pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple. La République démocratique du Congo, à l'époque République du Zaïre, avait sauvé le Rwanda d'une plus grande catastrophe qui aurait été si nous n'avions pas ouvert nos frontières à tout ce flot de réfugiés. Malheureusement, il y a eu une certaine cécité internationale qui a permis que parmi les fugitifs, il y ait les criminels génocidaires et qu'ils soient rentrés sur notre sol avec leurs armes. En réponse à ces accusations, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, avait qualifié ces allégations de sans fondement. Dans un communiqué signé par son secrétaire permanent, Ramazani Chadari, le PPRD avait dénoncé une campagne de diabolisation menée par le régime actuel. Sans la moindre preuve, on cite le président Kabila pour une affaire qu'il ne connaît pas, soulignaient les communiqués. Toujours dans le même registre, c'est à travers une résolution adoptée mardi que le Conseil de sécurité des Nations Unies autorise la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation RDC, MONUSCO, à apporter un soutien logistique à la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe en RDC, Samir DRC. Ceci dans le but de réduire les tensions entre la RDC et le Rwanda. Rantaluela. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté mardi à l'unanimité une résolution autorisant la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, à fournir un soutien logistique à la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe en RDC, SAMI DRC. Déployée depuis le 15 décembre 2023, la SAMI DRC a pour mission d'aider le gouvernement de la République démocratique du Congo à rétablir la paix et la sécurité dans l'est du pays où la progression du groupe rebelle M23 a entraîné une escalade de violence. La force de la SADC se prépare à entrer pleinement en action aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC pour contrer l'avancée du M23 qui a récemment conquis plusieurs localités stratégiques au Nord Kivu. Un rapport du groupe d'experts des Nations Unies indique que le gouvernement du Rwanda a intensifié son soutien au M23, permettant à ces derniers de réaliser des gains
liens territoriaux majeurs dans l'est de l'RDC. La crise du 1-23 qui s'aggrave rapidement risque de provoquer un conflit régional plus large selon les experts. Parallèlement aux mesures militaires, l'ONU mise sur la médiation pour résoudre le conflit. L'organisation a salué l'annonce récente de la présidence angolaise selon laquelle le gouvernement de la RDC et du Rwanda ont convenu d'un cessez-le-feu qui devrait entrer en vigueur depuis le 4 août. Les mécanismes spéciaux de vérification chargés de surveiller les cessez-le-feu sera renforcé et la MONUSCO se tient prête à soutenir ces mécanismes conformément à son mandat. L'ONU espère que cet accord contribuera à réduire les tensions entre la RDC et le Rwanda et permettra aux personnes déplacées de rentrer chez elles en toute sécurité. À la Chambre haute du Parlement, clôture le mardi 6 août du dépôt des candidatures pour l'élection du bureau définitif du Sénat au Palais du Peuple à Kinshasa. 7 postes sont à pourvoir pour le bureau définitif dont l'élection est prévue le samedi 10 août 2024. Les candidats de la majorité au pouvoir et ceux de l'opposition ont postulé à des différents postes. Regardez. Débuté le lundi 5 août, la clôture des dépôts des candidatures pour l'élection du bureau définitif du Sénat en RDC a eu lieu le mardi 6 août 2024. Durant 2 jours, les candidats des différents partis politiques de l'opposition et de la majorité au pouvoir ont déposé leur candidature. Comme pour le bureau de l'Assemblée nationale, au Sénat aussi, sur 7 postes du bureau définitif, 6 sont réservés à la majorité au pouvoir et un seul, celui du rapporteur adjoint, est réservé aux candidats de l'opposition. Pour les postes réservés à la majorité au pouvoir, beaucoup de prétendants à tous les postes, ce qui laisse croire que des membres de l'Union sacrée, plateforme politique du président Félix Tshisekedi, iront à cette élection en ordre dispersé. Plusieurs candidatures de membres de cette plateforme ont été déposées à tous les postes, même au niveau de la présidence du Sénat. Étant première force de la majorité avec plus de sénateurs que tous les autres partis politiques de la majorité au pouvoir, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, parti politique cher au président Félix Tshisekedi, a présenté son candidat Idrissa Afani Mangala pour la présidence du Sénat. Ce parti soutient aussi la candidature de Topin Kabongo Mukenge Chai, membre de la mosaïque UDPS, qui a postulé pour la questure du Sénat. C'est le secrétaire général de l'UDPS qui a donné les assurances du soutien de ces candidatures après les dépôts de leur dossier. Il n'y a pas seulement le poste du président du Sénat, il y a aussi le poste de questeur pour le Sénat. Et nous avons pensé par rapport à notre corps politique toujours au sein de l'Union sacrée, pour que ces postes-là reviennent à nos mosaïques. Et dans nos mosaïques, nous avons le sénateur honorable Topin Kabongo, que nous avons aussi apporté notre soutien par rapport à sa candidature. L'UDPS traverse une période de crise avec 2 camps opposés parmi les organes dirigeants de ces grands partis politiques. Si Augustin Kabouya soutient totalement le ticket présenté par son parti, ses détracteurs sont totalement opposés à son choix. Les membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, lancés par Topin Kabongo. Selon lui, les 2 camps devraient transcender les divergences pour donner la chance au parti de gagner la direction du Sénat afin d'apporter un changement au niveau de cette chambre de sages. L'UDPS, c'est un état d'esprit. Si nous avons décidé de prendre cette institution, c'est pour bannir certaines habitudes. Nous voudrions que l'image de notre institution soit redorée. Ce que je vous demande, tous à la Bomoko, pour l'instant, notre objectif, c'est d'abord prendre le bureau du Sénat. Pour sa part, Lutundula, qui a postulé au poste de premier vice-président du Sénat, veut mettre à contribution son savoir-faire et toute son expérience pour faire changer les choses au Sénat dans le but d'aider cette chambre haute à travailler pour le développement du pays. Arrivé au Sénat, l'ambition que j'ai est de faire en sorte que ces capitales d'expérience soient mises au service du Sénat, de la chambre haute, pour son rayonnement et son prestige. En tout cas, je pense tout modestement, avec la plus grande humilité, que mon petit capital d'expérience, ma formation de juriste,
Mon passage aux affaires étrangères me permet de donner de l'eau au moulin du Sénat. Après les dépôts des candidatures, le calendrier prévoit ce mercredi 7 août l'examen de dossiers des candidats par la commission et l'affichage de la liste provisoire des candidats retenus. C'est le samedi 10 août 2024 que se tiendra la séance plénière pour l'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat en RDC pour cette 4e législature. Dans le reste de l'actualité, les vendeuses qui exercent leurs activités au marché du rail situé dans la commune de Katouba à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, s'opposent à la délocalisation de leur lieu de négoce vers un autre marché sur décision de l'autorité urbaine. Ils ont exprimé leur ras-le-bol le lundi 5 août 2024 à travers une marche pacifique dont le point de chute était le siège de l'Assemblée provinciale. Images et commentaires. Partis du marché du rail, leur centre d'activité, ces vendeuses et vendeurs de la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, ont pris d'assaut les rues de la ville, scandant des chants avec des messages de colère, une manière pour elles d'exprimer leurs difficultés dues à la délocalisation de leur lieu traditionnel d'activité vers la commune de Kampemba sur le site du marché du peuple. Selon l'autorité urbaine qui a pris cette mesure, le marché du rail représente un danger pour la population. Il est construit sur un site où passent les câbles haute tension et sur les emprises publiques. Une hypothèse rejetée par les vendeuses. Arrivées devant l'esplanade du bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale, ces vendeuses ont observé un sit-in dans le but de rencontrer le chef de l'organe délibérant et lui exprimer leurs préoccupations. Nous avons mal lorsque nous voyons que nous prenons en charge nos ménages. Nos maris n'ont pas de travail et ce sont les femmes qui par leur travail le soutiennent. Aujourd'hui que vous avez démoli le marché et vous déguerpissez les gens à cause du câble haute tension. Cependant, sur le même site, vous voulez construire des kiosques. Monsieur le Président de la République, nous vous implorons, où iront toutes ces femmes si l'on démolit le marché? Comment vont-ils survivre? Les vendeuses du marché du rail s'opposent à leur délocalisation par manque de la clientèle dans le marché du peuple, ce qui ne leur permettra pas de faire de bénéfices dans leurs activités commerciales. Tous les efforts pour rencontrer le président de l'organe délibérant se sont avérés vains pour ces manifestantes. Voilà pourquoi elles ont déposé un mémorandum qui reprend leurs desiderata qu'elles veulent voir trouver des réponses. Au Soudan, la directrice des opérations et du plaidoyer du bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA, Eden Wosoumou, a condamné mardi le blocage de l'aide destinée aux populations du Nord Darfour. Dans cette partie de ces pays, de nombreux enfants sont menacés de mort par la malnutrition selon l'Organisation des Nations Unies. Commentaire de Merveille Loabert. Les enfants sous-alimentés d'un camp déplacé de guerre dans la région du Darfour, à l'ouest du Soudan, sont en danger de mort, selon un groupe d'aide, parce qu'il a été contraint de rationner le traitement de la malnutrition en raison d'un blocus imposé par un groupe paramilitaire tristement célèbre. Lorsque la famine survient, cela signifie que nous sommes arrivés trop tard. Cela signifie que nous n'avons pas assez fait. Cela signifie que nous, la communauté internationale, avons échoué. Il s'agit d'une crise entièrement provoquée par l'homme et d'une tâche honteuse sur notre conscience collective. La directrice exécutive adjointe chargée du lieu de travail et de la gestion, Stéphane Omolo, a déclaré que la comité d'examen de la famine avait conclu l'existence d'une famine dans les camps de Zamzam, près d'El Faster, au Darfour Nord. Nous avons déjà répété et appelé le Conseil de sécurité à condamner les pays qui fournissent des armes et un soutien logistique au RSF en étant partie prenante à ce conflit. Cela entraînera une détérioration de la situation humanitaire. Certains grands pays ont totalement refusé d'inclure dans la résolution 2736 une condamnation des RSF et nous leur avons également demandé de faire pression sur ces pays pour qu'ils lèvent le siège d'autres villes assiégées au Darfour. Et maintenant, vous venez nous parler de famine. S'il y a une famine au cours de la 5e phase ou même de la 100e phase de l'IPC, nous sommes prêts à coopérer avec vous
et nous ouvrirons les points de passage pour toute aide humanitaire. 25,6 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population soudanaise, souffrent d'une faim aiguë. Le plan d'intervention humanitaire de cette année par le Soudan, d'un montant de 2,7 milliards de dollars américains, est financé à au moins d'un tiers, avec 872 millions de dollars reçus au début du mois d'août selon les Nations Unies. Et puis en Tunisie, une candidate potentielle à l'élection présidentielle a été condamnée à 2 ans de prison, ce qui constitue un nouveau revers pour l'opposition qui défie le président Kais Saied dans sa quête d'un nouveau mandat. Abir Moussi, avocate de 49 ans et chef du parti des droites d'Estourian Libre, a été arrêté en octobre après avoir critiqué le processus électoral et les décrets présidentiels qui le régissent, alléguant un manque de transparence. Suivez. À la suite d'une plainte déposée par l'autorité électorale, elle a été reconnue coupable d'avoir effreint un décret controversé contre les fausses nouvelles qui interdit la diffusion d'informations qui calomnient ou qui nuisent à autrui. Cette loi a été largement utilisée pour poursuivre les personnes qui critiquent les autorités. L'avocat d'Abir Moussi, Nafa Laribi, a déclaré mardi à l'Associated Press qu'elle avait toujours l'intention de se présenter à l'élection présidentielle du 6 octobre et que, contrairement à d'autres candidats, rien dans la condamnation de lundi l'empêchait de se présenter. Laribi a déclaré que Moussi restait élevé et qu'elle prévoyait de faire appel. Cette condamnation reste la dernière en date d'une dépression croissante que les observateurs sont qualifiés politiquement motivés à l'encontre des détracteurs de Saïd, quelle que soit leur affiliation politique. Abir Moussi et d'autres figures de l'opposition étant en prison, on s'attend à ce que Saïd soit peu confronté à la concurrence électorale dans ce qui était autrefois la démocratie la plus progressiste du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Abir Moussi séduit une partie de la population nostalgique de l'ère de pré-révolutionnaire de la Tunisie. Très critique à l'égard des islamistes tels que les dirigeants emprisonnés, Rached Ghannouchi, Madame Moussi a été membre du parti au pouvoir du président Zine El Abidine Ben Ali pendant de nombreuses années. Au fil des ans, elle est devenue l'une des personnalités politiques et les plus populaires et les plus controversées du pays. C'était là l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. Retrouvez Ranta Louiela à 19h pour la grande édition du journal. Dans l'entretemps, l'actualité reste en continu sur Mondico Télévision et Mondico.tv et sur toutes les plateformes de téléchargement. Au revoir.